Bonjour à tous. Donc, je me fais passer, j'allais dire incognito, pour Bruno Caillé, qui n'a pas pu être là ce matin juste à l'heure, mais que vous verrez normalement en début d'après-midi pour introduire la bande dessinée. Donc moi, j'ai la joie de vous accueillir, de vous dire merci d'être venu. Je sais qu'on va passer une super journée, parce que moi j'ai déjà vu plein de choses et je sais que ça va être formidable. On va commencer d'abord avec la jeunesse, et notamment avec Flammarion, puis ensuite Flammarion Jeunesse Père Castor, et ensuite Casterman. Je voulais juste vous dire deux petits mots sur le secteur jeunesse. Vous le savez, ça représente 22% des ventes selon GfK à l'heure actuelle, des ventes de livres au global en France. Donc c'est le troisième secteur du marché, sur le marché du livre. Et depuis le début de l'année, là, on est sur un chiffre d'affaires qui est à plus 3%, qui est exactement le chiffre d'affaires du livre au global. Ceci en valeur, parce que effectivement en quantité, on est à -2. Donc c'est effectivement, j'allais dire, l'inflation qui nous permet de réaliser un chiffre d'affaires un petit peu positif. Voilà, donc c'est plutôt des bonnes nouvelles si on regarde notamment par rapport à 2019, où effectivement on sait que les quelques années Covid, entre guillemets, ont été de bonnes années pour la librairie. Et là, même si on perd un petit peu, même si pas en chiffre d'affaires mais en quantité, mais on est quand même bien au-dessus des chiffres de 2019. Donc c'est une super nouvelle. Voilà, et autre chiffre important, puis après j'arrêterai avec les chiffres, c'est que ce qui progresse le plus, c'est le fonds, et notamment le fonds ancien, sur lequel on est à plus 5%. Donc pour des maisons comme les nôtres, c'est hyper important. Et je voudrais remercier tous les libraires qui sont là, parce que je sais que le fonds, ça se passe beaucoup chez vous. Donc merci, et merci de nous soutenir. Si vous êtes là, c'est ça aussi. Et voilà. Donc je suis presque sûr que vous allez passer une super journée, avec des surprises, des stars, des découvertes, des anniversaires aussi pour certains éditeurs. Voilà. Bon, je n'en dirai pas plus. C'est un peu impressionnant avec la lumière et puis tous les gens. Voilà, je suis pas trop habitué. Donc je vais en profiter pour passer la parole à Flammarion Père Castor, et notamment à Sophie de Closet, présidente de Flammarion, qui va arriver, et à Céline Dehaene, qui s'occupe de la jeunesse et de Père Castor. Voilà, merci. Bonjour et bonjour, je suis extrêmement contente d'être là, ravie de cette matinée. J'ai pris mes fonctions à la tête de Flammarion il y a bientôt 1 an et j'étais très heureuse de découvrir l'équipe de Céline et de Flammarion Jeunesse et du Père Castor. Le catalogue, je le connaissais déjà parce que je fais partie des gens qu'on devrait interdire de librairie jeunesse, comme d'autres de casino. Donc je suis très contente d'avoir ces livres gratuitement maintenant. Mais je continue à les acheter quand même. Donc je savais à quel point la diversité, la richesse du catalogue de Flammarion Jeunesse était exceptionnelle, et j'étais très heureuse de pouvoir bâtir une relation dynamique et constructive avec Céline et son équipe, et d'inventer des projets qui s'inscrivent dans la lignée, parce qu'il y a un vrai continuum entre Flammarion Jeunesse et Flammarion, évidemment, travailler à émerveiller le monde, à rire, à raconter des histoires, à apprendre, à s'émerveiller de livres. C'est vraiment la continuité de ce qu'on essaye de faire, le savoir, l'imaginaire, le divertissement, au sens le plus noble du terme, avec des livres absolument magnifiques, notamment les Mina Lima, qui sont une sorte d'addiction et de passion, et donc il y a des nouveaux projets. Et puis, fort de cette continuité et de cette cohérence, on a discuté ensemble, on a présenté des auteurs. Il y a déjà des auteurs adultes qui font aussi de la jeunesse. Et puis on a inventé des projets, notamment un dont Céline va vous parler avec Thomas Pesquet, puisque pour beaucoup d'auteurs, raconter ce qu'ils ont à dire à des publics, quel que soit leur âge, et adapter les projets sur les publics, évidemment, ça fait partie de la chance d'être publié chez Flammarion. Donc voilà, mais c'est Céline et son équipe qui vont dévoiler ce programme vraiment formidable. Hier, Céline a été acclamée par une scène où son fils sur scène a dit « Faites du bruit pour ma mère ». Donc s'il vous plaît, pour qu'elle ne se déshabitue pas d'être acclamée, faites du bruit pour Céline Dehaene. Merci Sophie.
Bonjour à toutes et tous et vraiment merci d'être venus. Nous allons vous présenter le programme de Flammarion Jeunesse. Il sera à la fois cette année de rentrée, il sera à la fois documentaire, illustré et romanesque. Il dira le monde comme il va et aussi comme il va un peu moins bien en ce moment. Pour nous, il est plus que jamais nécessaire de donner aux jeunes et aux parents des moyens de se questionner, d'éclairer et de partager les sujets entre générations. Alors des plus petits aux plus grands, on parlera d'intimité, on parlera d'enjeux climatiques, on parlera de sujets de société importants. Et puis bien sûr, puisque c'est dans l'ADN de la maison, et depuis 90 ans, on parle de poésie de l'enfance, de textes et d'images qui s'imbriquent et d'imagination. On fera la part belle aussi à tout ça. Je veux remercier vraiment les autrices et illustratrices qui sont là ce matin pour parler de leurs livres. Anna Roy, Juliette Adam, Barbara Brun et Marie Pavlenko. Avant de leur laisser la parole pour un échange avec leurs éditrices, je voudrais partager avec vous une vidéo que j'ai reçue ce matin et qui vous est adressée. Bonjour à toutes et à tous, je suis Thomas Pesquet depuis le Centre des astronautes de l'ESA. Déjà, je voulais vous souhaiter la bienvenue et vous parler d'un projet qui me tient à cœur. Pendant ma mission, j'ai beaucoup parlé d'environnement, j'ai beaucoup posté de photos qui montraient la planète Terre sous tous ses angles, qui ont rencontré un certain succès chez toutes les tranches d'âge, en fait, y compris les plus jeunes. On a décidé avec Flammarion d'en faire un livre de photos, donc un bel objet, avec aussi beaucoup d'explications. On a vraiment essayé de faire en sorte que les gens apprennent quelque chose. Donc on est allé chercher un peu la technicité de tout ça. Et puis on s'est dit finalement que toutes ces notions liées au changement climatique qui sont un peu anxiogènes et dont on entend beaucoup parler partout dans les médias, peut-être que les plus jeunes les comprenaient un peu mal et comprenaient un peu l'anxiété que ça générait, la recevaient mais elles ne savaient pas vraiment l'expliquer, la comprendre et l'intégrer. Donc on s'est dit que là, une chose à faire, ce serait de repartir de ces photos pour illustrer un peu ce que c'est que le changement climatique, ce que c'est que la fonte des glaces, ce que c'est que la déforestation, ce que c'est que les problèmes qu'on peut rencontrer sur une barrière de corail par exemple. Et on s'est lancé dans l'aventure. Donc on va en faire un objet, un livre qui sera destiné aux plus jeunes, du moins aux jeunes, et qui montrera toutes ces notions, qui les expliquera de manière scientifique, rigoureuse, parce que ça c'est important pour moi, mais en les illustrant avec des très belles photos. Alors aujourd'hui, l'équipe de Flammarion va vous en montrer quelques extraits. J'espère qu'il vous plaira et je vous dis à très bientôt. Thomas Pesquet, c'est un super-héros, sans aucun doute, un homme de tous les exploits, mais c'est aussi un témoin unique et très engagé de la beauté de notre planète et de sa fragilité. Et c'est un message qu'il veut porter fort, loin, s'adresser aux enfants, à sa façon, c'est-à-dire à la fois scientifique et très accessible. Donc voici qui défile son premier livre pour la jeunesse, qui s'adresse aux enfants à partir de 8 ans, qui paraîtra à l'automne. On partira avec lui pour un tour du monde à bord de la Station spatiale internationale. On découvrira bien sûr les missions des astronautes, mais aussi tous les grands enjeux environnementaux, présentés ainsi de l'espace. C'est très beau comme ça, quand même, projeté sur grand écran. Tous les droits d'auteur de ce livre seront reversés à l'association Aviation sans frontières, dont Thomas est le parrain. Voilà, donc la fonte des glaces avec le spectaculaire glacier Uppsala en Argentine. Voilà, donc on est vraiment ravis d'accueillir Thomas Pesquet pour son premier livre de jeunesse chez Flammarion Jeunesse à la rentrée. Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'être accompagnée d'Anna Roy ce matin. Anna Roy qui est sage-femme, une grande militante du respect du corps, grande spécialiste de l'accompagnement à la naissance et à la parentalité, et qui est aussi très forte en vulgarisation scientifique. Anna, tu es autrice, tu es chroniqueuse dans la Maison des Maternelles sur France 2. Ton livre « Tout sur les règles », vous voyez derrière Anna, est en train de devenir un outil de référence, et nous avons le bonheur ce matin de vous présenter la couverture de ton prochain livre, en duo avec Mademoiselle Caroline, Tout sur les zézettes et les zizi. C'est un livre de 96 pages avec une centaine de questions-réponses. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment t'es venue cette envie d'écrire sur ce sujet en particulier? Alors, déjà, il y avait Tout sur les règles et en fait, ça a été un outil
extraordinaire pour les sages-femmes, pour les médecins. Enfin, ça nous a vraiment... je le voyais comme un truc de santé publique presque, même si ça n'a pas du tout l'air d'être un truc de santé publique un peu chiant. En tout cas, moi, je l'ai pensé comme ça pour améliorer le diagnostic d'un certain nombre de pathologies et puis pour pouvoir parler de ce sujet-là de façon très simple. Et voilà. Et donc, voilà, j'étais assez contente, alors ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais c'est vrai que je suis contente de cet outil-là, de tout sur les règles. Donc j'avais envie d'écrire sur l'intimité, et d'autant plus qu'en consultation, moi depuis toujours, je demande à mes patientes, vous savez, si je peux leur toucher les seins, si je peux les examiner, etc. Et elles sont toutes, leur réaction, choquées, mais pourquoi vous me demandez ça alors que ça devrait être au contraire, bien sûr, c'est normal. Et donc je trouve qu'il y a un rapport à l'intimité qui est quand même, on le sait, très compliqué, et je pense que ça peut être un nouvel outil pour voilà ce qu'on a de son corps, ce qu'on pense de son corps. Et j'ai plus envie d'avoir des patientes qui arrivent et qui sont choquées parce que je leur demande si je peux les examiner. Je voudrais que tous les enfants aient cette conscience intime et forte en eux que leur corps, en particulier leur intimité, leur appartient totalement et que personne n'a le droit de la toucher, même un médecin, même une sage-femme, sans leur demander l'autorisation. Et encore plus, évidemment, dans la prévention des violences sexuelles, évidemment, aussi. Alors justement, comment parler d'intimité autrement ? Comment faire pour parler des parties intimes, du rapport au corps, de façon simple et concrète à des jeunes enfants? Alors oui, d'ailleurs, je voudrais dire que ce titre, Tout sur les zizi et les zézettes, moi je l'aime pas du tout, mais alors c'est pas que je l'aime pas au sens... c'est qu'en fait c'est pour attirer les gens, mais j'ai bien conscience que j'aime pas trop qu'on utilise des mots comme ça avec les enfants parce que ça les rend pas sérieux. Je pense que c'est à la fois drôle, mais c'est aussi un sujet sérieux et que le fait de dire toujours kiki, coucou, gna 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 gna, ça décrédibilise la chose. Autant, je vais être très choquante, on peut chatouiller un zizi ou une zézette, chatouiller une vulve ou un pénis, c'est déjà tous les gens se raidissent. Et donc, je n'aime pas ce titre, et en même temps, je le pense nécessaire parce que c'est pour l'instant ça qui circule dans l'imaginaire et je sais plus ce que je voulais dire. Je te demandais comment on parlait d'intimité. Et ben voilà, on en parle très simplement, on en parle avec les vrais mots, de façon... En fait, souvent, les parents me disent « Oh là là, les règles, comment je vais en parler, mon Dieu, mais c'est affreux, à ma fille, à mon fils. Oh » Et puis en fait, les enfants, ils n'ont aucun problème à parler de ces choses-là. Au contraire, ils adorent ça. Ça leur permet de comprendre pourquoi il y a des serviettes hygiéniques qui traînent et tout. Donc, et en fait, l'intimité, on en parle très simplement, avec des vrais mots, de façon très simple et très concrète. Il n'y a pas grand frais à faire, du pipi, des cacas, des popos, de tout ce qu'on veut. Moi, j'en parle toute la journée, évidemment, parce que je suis sage-femme, donc je ne vais pas avoir des difficultés à en parler, il ne manquerait plus que ça. Du coup, on peut dire que c'est un livre anti-tabou pour toute la famille. Totalement, c'est un support. Autant les règles, par exemple, je disais toujours aux parents, laissez-le traîner. Et en fait... on le lit. Il paraît que c'est un des livres les plus volés dans les bibliothèques scolaires. Alors ça, c'est le meilleur compliment. Aussi, je te rassure. Et ça, c'est vraiment vraiment le meilleur compliment qu'on m'ait fait. Et donc voilà, l'idée, c'est un livre qu'on peut laisser traîner et qui permet la conversation. Parce que du coup, après, les enfants viennent, ils disent alors on peut parler de ça. Ouais, ça, je trouve ça cool. Tu peux nous donner des petits exemples de questions que tu as traitées dans ce livre? Alors l'idée, c'est d'aller répondre à toutes les questions. C'est quoi les selles? C'est quoi l'urine? C'est quoi le périnée? C'est quoi un pénis, c'est quoi un scrotum, enfin tout, on va tout discuter de ce qui se passe entre nos jambes et de l'intimité en général de façon très simple et très, voilà, tel que ça devrait être traité. Et tu incites aussi beaucoup en effet sur le consentement, c'est-à-dire qui a le droit de toucher ton corps. Oui, ça c'est fondamental. Alors je sais que je vais d'ailleurs me fâcher avec un peu de mes confrères et de mes consoeurs qui ont toujours du mal avec cette idée que parce qu'on rentre dans un cabinet médical, on laisse un chèque en blanc sur son corps. Donc je sais qu'ils vont pas être contents. Mais je m'en fiche, c'est pas grave. Je veux vraiment que les gens aient dans la tête que leur corps leur appartient absolument et totalement et que personne ne touche ou ne caresse ou ne fait rien sans l'obtention d'un consentement, y compris dans nos cabinets médicaux. Tu as raison. Et du coup, dans le livre, il y a plein de questions comme qu'est-ce que tu peux voir dans le miroir si tu es de sexe féminin, de sexe masculin, comment ça se passe, des questions très basiques, beaucoup de questions finalement qui peuvent gêner les parents, qui peuvent être embêtés quand leur enfant leur dit comment on fait pour faire un bébé. Et en fait, toi, tu réponds de façon très simple, très précise. Voilà. On fait le voyage d'une poire de la bouche jusqu'à l'anus. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui paraissent mais que les gens ne savent pas. Et puis je trouve que c'est bien que les enfants sachent qu'il ne faut pas se retenir pour faire pipi, il ne faut pas attendre d'avoir l'environnement super favorable pour aller à la selle. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui paraissent tout à fait basiques, mais qu'en fait, pas grand monde sait, y compris, je le vois chez mes patientes adultes. Donc c'est bien que tout ça circule. Du coup, est-ce qu'il y a un message que tu veux faire passer aux enfants, en particulier dans ce livre, aux parents par la même occasion, ou aux professionnels un peu tout ce qu'on a dit. Je sais pas avant, mais... Voilà. Un peu comme l'idée sur les règles, c'est à la fois un outil de santé publique. Je pense qu'il y a vraiment, ça va permettre aussi, ce livre comme celui-là va permettre de, je pense, tisser aussi les liens avec le monde médical et aussi un outil de tous les jours, quoi.
Parce qu'en fait, l'intimité, y compris nous, pipi, caca, appareil sexuel et reproducteur, ça nous concerne tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc c'est quand même essentiel d'avoir ces questions qui sont élucidées pour nos enfants et pour nous, les adultes. Pareil, sur les règles, en fait, les adultes en apprenaient autant que les enfants. Bon, c'est un peu dommage parce qu'on se dit zut alors. Mais là, je suis sûre que ça va être la même chose. Le voyage de la poire, je suis sûre que dans cette salle, peut-être qu'on est 10% pour faire le voyage de la poire de là jusque-là. C'est hyper intéressant. Alors, Mademoiselle Caroline n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais c'est quelqu'un de très très important dans ces deux projets-là. Hein. On travaille avec elle depuis le début. Donc là, elle est en train de lire tout ton manuscrit et d'imaginer des petites illustrations qui vont être très très sympas. On a hâte de voir ça. Donc on a une grande pensée pour elle aujourd'hui. Anna, tu vas peut-être pas rester ce midi, mais si vous avez des questions pour Anna, vous pourrez la croiser quand même peut-être juste après. Je te remercie. Merci beaucoup. Le livre sera en librairie début novembre. Merci. Et on a vraiment très hâte de l'avoir entre nos mains. Je vais terminer en vous présentant quelques nouveautés à venir pour la partie petite enfance et documentaire. Vous avez derrière moi le nouvel imagier géant d'Adeline Ruel sur les insectes qui sortira mi-octobre. Il est parti chez l'imprimeur la semaine dernière et en toute objectivité, il est encore plus beau que les deux premiers. C'est une merveille. Voilà, vous voyez les 3 titres. Et toujours d'Adeline, 2 nouveaux titres dans la collection Mon Imaginature, les petits tout cartons avec les gros flaps pour les toutes petites mains. Un titre sur les œufs et sur la savane. Ensuite, un beau documentaire sur la planète Terre avec 5 pages transparentes dans la lignée de Dans ton corps et dans les arbres. Puis le premier titre d'une nouvelle collection de Cherche et trouve pour les tout petits, avec une petite histoire et 5 éléments à trouver. Un titre de Magdalena, illustré par Lily la baleine. Et puis 2 nouveaux livres dans notre collection d'albums Petite Enfance. Un titre de Michael Escoffier, histoire de super-héros. Et un très joli album de Noël sur l'histoire du Père Noël. Comment c'était la petite enfance du Père Noël? C'est assez croustillant. Avec les magnifiques illustrations de Geneviève Godbout, qu'on aime énormément. Et pour finir, je tenais quand même ici à remercier notre studio graphique sans qui on pourrait difficilement faire tous ces magnifiques livres. Donc David Laforgue à la direction artistique, Céline Pérez, Zoé Klein, Louise Fraisse, Mathias Barbier. Et je vais laisser la parole à Bénédicte Roux pour la suite du programme. Merci beaucoup. Bonjour et merci à tous d'être là. Donc j'ai le plaisir de vous parler de toute la production illustrée des 3-8 ans qui navigue en fait entre deux parties. La première, c'est tout ce qui est autour du fond dont Céline et Sophie ont parlé tout à l'heure. Comment sublimer d'une année sur l'autre toutes ces magnifiques histoires qui font rêver les enfants et les grands depuis plus de 90 ans. Et puis ensuite tout ce qui est création. Donc cette année, je vais me concentrer plutôt sur la partie des albums, avec nos 2 invités dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais c'est ce travail de création, de recherche de nouveaux auteurs et de nouvelles illustratrices, est quelque chose qui est à la fois sur la partie des albums et également sur toute notre partie des romans. Donc je commence avec le fond, notre fond mythique que nous nous amusons d'une année sur l'autre à sublimer toujours et encore. Et je vais commencer par la nouvelle édition du calendrier de l'Avent. Donc ce magnifique ouvrage qu'on avait sorti il y a 2 ans. Et cette année, le voici, hop. Et cette année, il est habillé par la graphiste Dior. Voilà, donc quelque chose d'extrêmement merveilleux, magique. Il fait un petit peu chaud aujourd'hui, on se croirait déjà à Noël, ça donne, voilà, ça rafraîchit et ça fait du bien. Donc un calendrier avec 24 histoires sous forme de 24 petits livres à découvrir. Il y a 2 ans également, c'est vrai que c'était notre année anniversaire, nos 90 ans, on s'était vraiment beaucoup amusé à faire également ce grand coffret collector, les grandes histoires du Père Castor, avec toutes les histoires mythiques et les plus connues. On voit entre autres Mishka et Roule Galette. Cette année, nous avons eu l'envie de repartir sur ce principe avec les grands contes de notre enfance, les grands contes de patrimoine, qui sont par exemple des frères Grimm, d'Andersen ou de Perrault, et mis en image, illustrés par vraiment toute la scène des grands talents de l'illustration française
française contemporaine. Donc on retrouve Charlotte Gasteau, on voit la belle robe de Cendrillon en haut sur la couverture, Gwen Keraval, Sophie Lebeau, Ronan Badel et j'en passe. Un très très beau recueil à offrir et à s'offrir également. C'est pas que pour les enfants. Ensuite, nous travaillons sur toute une gamme, nous commençons à travailler sur toute une gamme de coffrets de jeux, des jeux et des puzzles. Donc l'an dernier, nous avions sorti 2 puzzles qu'on voit là-haut, Mishka et Roule Galette. Cette année, ce sont les illustrations de Lucille Butel avec la vache orange et le cheval bleu que nous avons décliné sous forme de puzzle. Et un premier puzzle avec les magnifiques illustrations d'Adeline Ruel, dont vous parlez tout à l'heure, Lucie. Des premiers puzzles pour les tout petits avec des grandes pièces très épaisses, adaptées vraiment aux petites mains, et des puzzles du haut, donc la maman et le petit animal. Et puis un grand coffret de jeux du Père Castor. Donc là, c'est le best-of de tous les jeux classiques, que ce soit des jeux de cartes, que ce soit des jeux de plateau et des jeux avec le dé. Voilà, vous avez 20 jeux possibles avec ce grand coffret, sachant que tout est en bois, sans plastique, voilà, très, très écolo également. Et toujours en grand format, le mythique imagier du Père Castor, dans un coffret pour associer les images et les mots. C'est un coffret qui va plaire aux parents, aux éducateurs, voilà, aux orthophonistes. Des jeux pour découvrir des notions de prélecture et aussi de pré-mathématiques. Alors quand je parle de pré-mathématiques, c'est par exemple tous les jeux de classement qu'on trouve dans ce coffret. Et puis, pour parler de la création, petit clin d'œil dans un livre-jeu, donc on a la suite, avec Sous les toits de Paris. Alors Sous les toits de Paris, pouf, il est là. Voilà, Sous les toits de Paris, donc voici un blad. Ça sera un ouvrage qui va sortir en octobre, merveilleux, on ne pourra pas passer à côté parce qu'il va être dans un très très grand format. Il y aura une surprise sur la couverture avec un débossage. C'est une illustratrice que nous avons suivie depuis quelque temps sur les réseaux, qui s'appelle Dao Nguyen, en voyant une image qu'elle a publiée il y a 2 ans pour la couverture du Tokyoter. On s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire avec elle. On avait ce doux rêve de faire un grand cherche-et-trouve pour les plus grands, un cherche-et-trouve pour découvrir la vie d'un immeuble, tout ce qui se passait au fil des mois pendant une année, et en suivant, grâce à un petit chat qui se cache dans toutes les pages, il nous invite à découvrir tous ces colocataires, évidemment ces colocataires humains. Très bel album avec un tout petit peu de texte et vraiment l'enfant et les grands, parce que par exemple au sein de notre équipe jeunesse, je dois dire que même les plus grands que nous sommes sont complètement friands et attendent avec impatience cet album. Donc grands et petits vont pouvoir s'amuser et se raconter les histoires de cet immeuble. Ensuite, nous allons avoir en album de création un nouvel album en continuité avec le podcast Encore une histoire. Donc Encore une histoire, c'est un podcast à plus de 25 millions d'écoutes, créé par Benjamin Muller et Céline Kallmann. Et là, il nous propose l'histoire de Noël, notre album de Noël, l'atelier secret du Père Noël. C'est l'histoire de 2 enfants qui, comme tous les enfants, ont un doux rêve, rencontrer un jour le Père Noël. Et alors, eux, ils ont une chance extraordinaire. Ils se rendent compte que sous leur jardin, il y a un atelier, et c'est l'atelier secret du Père Noël. Et quand ils pénètrent dans cet atelier, évidemment, ils vont découvrir ces facétieux lutins remarquablement croqués par Crescence Bouvarel, et surtout se rendre compte que c'est un atelier peut-être un petit peu particulier, parce que cette année, les jeux et tous ces cadeaux de Noël sont en fait, nos lutins sont là pour réparer, remettre au goût du jour, nettoyer tous les jouets que les enfants peuvent de temps à autre abandonner. Donc une petite réflexion également sur ces sociétés de surconsommation. On a le droit d'en parler pour les plus jeunes.
Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Juliette Adam et Barbara Brun qui viennent nous parler d'un album merveilleux, poétique, très très lumineux, Le Jardin des Lumières. Donc Juliette Adam. Juliette, tu es toute jeune, il y a un peu plus de 2 ans, tu avais à peine 18 ans, tu as commencé, tu as fait une entrée fracassante dans l'édition en publiant puis un deuxième roman pour les adultes chez Fayard. Et l'an dernier, tu as commencé avec nous, tu es rentrée dans l'édition jeunesse avec un album dont j'avais parlé l'an dernier, Jaune tournesol, illustré par Maureen Poignonnec. Et puis Barbara Brun, tu es donc illustratrice. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement de la Drôme. Tu es arrivée hier, voilà. Tu es illustratrice, tu as une deuxième passion, tu es également tatoueuse. Voilà, bon, ça se voit un peu. Et on t'a remarqué, alors c'est vrai que c'est comme ça que moi j'avais découvert ton travail en 2018, si je ne me trompe pas, avec l'illustration de Comme un million de papillons noirs de Laura Nsafou chez Cambourakis. Voilà, et c'est le premier ouvrage que tu fais avec nous. Donc Juliette, pour commencer avec toi, je disais, tu es toute jeune et tu as fait, alors j'oublie le côté adulte, mais l'an dernier tu as commencé chez nous avec un album. Comment, quand on a une vingtaine d'années, on se dit, bah, tiens, j'ai envie d'écrire pour les enfants et j'ai envie d'écrire un album? Je pense que, en fait, depuis toute petite, les histoires et les illustrations, c'est extrêmement important pour moi. Et quand j'étais petite, je me souviens, le moment de lire des histoires, c'était pas juste une histoire et au dodo, c'était 4 histoires et au dodo. Et c'était un moment important. Je me rappelle que quand il fallait choisir un livre dans la bibliothèque, c'était pas juste choisir un livre pour juste s'endormir, c'était vivre des aventures, c'était vivre plus intensément. Et la journée n'était pas complète sans une histoire. Parce que je pensais vraiment qu'une partie de moi vivait là-dedans. Et en fait, plus grande, j'ai eu envie de participer à ça. J'avais envie d'écrire des histoires, moi aussi, qui puissent aussi faire vivre plus intensément d'autres enfants. Et donc, quand j'ai eu l'histoire de Jaune tournesol, je me suis mis à retourner à la jeunesse, parce que quand on est ado, on n'a pas trop envie d'être associé à la jeunesse. Donc après, j'y suis retournée et en fait, j'ai redécouvert... d'abord, j'ai relu tous mes anciens albums, mais j'ai aussi redécouvert de nouveaux albums, de nouveaux illustrateurs, et en voyant à quel point cette création est intense, créative, vivace, j'avais encore plus envie en fait, de m'y mettre. C'est vrai que tu parles des illustrateurs et je me souviens l'an dernier qu'on avait eu une grande conversation sur tous ces illustrateurs que tu suivais et dont tu admirais le travail et tu m'en as fait découvrir quelques-uns. Je te remercie beaucoup, Juliette. Alors, est-ce que tu peux nous parler du Jardin des Lumières et de la poésie, de ta manière de raconter des histoires? Qu'est-ce que tu veux nous raconter? Alors, le Jardin des Lumières, c'est l'histoire d'une famille qui tient un espèce de jardin des miracles et qui n'est pas comme les autres. Le père, il fait des spectacles de feux d'artifleurs. La mère, elle construit des boules à neige géantes dans lesquelles on peut se promener. Aussi, sa sœur fait un cinéma des amoureux. L'amoureuse de sa sœur, elle, fait des gâteaux en forme de ce qu'on a le plus peur. Et quand on mange, on sent mieux. Et donc, il y a Naïm, qui est tout petit, qui a 7 ans, et qui vit dans cette famille, et il s'émerveille d'avoir une famille comme ça, et il est très heureux d'être dans ce parc, mais il ne sait pas encore ce qu'il veut faire, mais pour l'instant ça lui suffit. Et un jour, il y a le maire rabat-joie qui arrive, et il dit que la culture ça coûte trop cher, c'est pas essentiel, alors il faut fermer le Jardin des Lumières. Et donc le Jardin des Lumières est fermé, et un jour, donc ses parents sont très malheureux, et la ville aussi. Et donc Naïm va essayer de convaincre le maire de rouvrir le Jardin des Lumières. Le maire qui s'appelle Monsieur Rabat-joie. Monsieur Rabat-joie, il est un peu rabat-joie, mais c'est aussi son nom. Oui, c'est son nom. Tu as osé. Alors Barbara, quand tu as commencé à travailler sur cet ouvrage, en fait, vous ne vous connaissiez pas l'une et l'autre. À vrai dire, je crois que c'est même aujourd'hui que vous voyez en vrai pour la première fois. Voilà. Vous avez beaucoup échangé, on a fait des Teams ensemble également. Mais donc, quand tu as reçu cet ouvrage, à quoi tu as pensé? Qu'est-ce qui t'a marqué? Alors, ce qui m'a plu dans cette histoire, quand j'ai reçu le texte, j'avais besoin, je pense comme beaucoup, de magie, de légèreté. Et donc, évidemment, on sortait du Covid, mais je suis aussi une grande angoissée écologique. Donc voilà, j'habite en campagne, je travaille dans une petite cabane au fond de mon jardin, et j'essaye de me préserver de tout ça. Et quand j'ai reçu l'histoire,
ben, en fait, c'était la magie. C'était effectivement, on parle du réel. Il y a des choses qui sont là, qui ont besoin d'être dites. Et en même temps, ce parc est complètement magique et comment... je trouve pas mon mot. Mais il y avait du Charlie et la chocolaterie là-dedans. Il y avait plein de choses du rêve en fait auquel on pense quand on est petit. Et moi-même, ça m'a replongé voilà dans certains souvenirs, une sorte de petite Madeleine voilà à la lecture du texte de Juliette. C'est joli, Charlie et la chocolaterie, effectivement. Ce côté merveilleux, tout à fait. Je crois que tu as une petite surprise pour nous. Je voudrais que tu nous parles de comment tu as travaillé sur la lumière, parce qu'effectivement, la lumière, les images, tous les textes de Juliette sont très, très imagés. Comment tu as travaillé, quelle technique tu as fait? Donc, tu es dans une petite cabane. Tu nous racontes. Donne-nous tes petits secrets. Je suis dans cette petite cabane. Je passe beaucoup de temps dans mon jardin. Et à la lecture du texte, voilà, il y avait cette histoire de lumière et de couleur qui était importante. Et comment le représenter? J'ai eu cette image en fait du bouton d'or. C'est un peu et toi, est-ce que tu aimes le beurre? Mettre le bouton d'or sous le menton. Et en fait, les lumières de ce jardin, donc c'est à la fois un parc d'attractions en quelque sorte, mais en même temps, il fallait représenter tout ce côté végétal et vivant. Et d'où des fleurs, des lumières, en fait, des lampadaires en forme de bouton d'or. Voilà, qui est la couverture, on peut le dire. Donc c'est de l'aquarelle? Donc c'est de l'aquarelle, c'est donc à la plume et à l'aquarelle, principalement. Il doit y avoir quelques petits coups de crayon ici et là, crayon de couleur, mais c'est principalement de l'aquarelle. Et j'ai voulu jouer voilà, sur cette ambiance lumineuse, une ambiance fantastique voilà, qui tire du rose au bleu en passant par le violet. Quand on est dans cet univers magique, et avec à chaque fois ces petits boutons d'or qui reviennent et qui nous rappellent en fait dans l'univers dans lequel on se plonge. Les oiseaux aussi, qui sont très présents tout au long de l'histoire, pour ce côté magique, voilà, des oiseaux pas du tout réalistes. Et puis quand on est dans la vie réelle, en tout cas quand le réel nous rappelle, c'est plus ça. On va avoir voilà, des ambiances avec des gris colorés. Donc là, c'est quand Monsieur Rabat-Joie annonce la sentence et annonce la fermeture du Jardin des Lumières. Donc voilà, on se plonge dans des couleurs plus froides. Plus froides, voilà. Merci. Donc c'est un travail que tu fais avec Céline Pérez, qui est donc la graphiste qui t'accompagne sur cet ouvrage. Juliette, je crois que tu es un peu comme moi, tu les découvres là, puisqu'en fait c'est l'occasion pour Barbara de nous ramener ses originaux. On voyait sur la couverture, j'avais envie de revenir 2 secondes sur la couverture. Hop. J'allais dire sur un personnage secondaire ou un objet secondaire, ce ballon. C'est quoi, Juliette? Ce petit ballon tout en haut. Sous forme de c'est une petite méduse, oui. Je crois que c'est un de tes petits, oui, j'aime des beaucoup. petits gimmicks. Oui, j'aime beaucoup les méduses. Voilà, c'est vrai. C'est un petit clin d'œil. Dans l'histoire, voilà, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits détails qui étaient liés à la mer. Mais on n'en avait pas forcément parlé avec Juliette à ce moment-là. Et je me suis emparée de ces petits détails en fait, dans le texte pour en créer une petite histoire dans l'histoire. Et voilà, on a des petits animaux marins qui se baladent dans le jardin. Donc ce merveilleux album, on pourra le découvrir au mois de novembre prochain. J'avais une petite question subsidiaire à vous poser à toutes les deux. Alors pour vous, c'est quoi ce Jardin des Lumières qu'il faudrait conserver, préserver? Quel serait le vôtre? Ça va faire très Fayotte, mais je veux dire la librairie. Tu as le droit. mais je sais que ça fait première de la classe, c'est Fayotte, mais c'est vrai. Parce qu'à chaque fois que j'entre en librairie, mais bon, je vais être honnête aussi, le cinéma et le théâtre, en fait, tout ce qui est lié à la culture et dont on a été privé pendant le confinement. Et c'est vrai qu'à chaque fois que ça m'est arrivé d'être très angoissée et d'entrer dans des librairies et de tout de suite me sentir apaisée et de renouer un peu justement avec
mon moi enfant qui se dit voilà, je vais découvrir des histoires pour mieux vivre et pour vivre des aventures. Et quand j'entre en librairie, je renoue avec cet enfant-là et je me sens tout de suite mieux. Je crois que beaucoup apprécieront. Et toi, Barbara? Alors oui, la librairie aussi, et surtout les concerts. J'ai un rapport à la musique qui est très très fort. Alors je ne chante pas du tout, je joue pas du tout d'instrument, mais par contre, voilà, j'aime beaucoup et j'écoute beaucoup la musique et j'en écoute tout le temps en dessinant. Et c'est vrai que voilà, moi ce serait les concerts. Super. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Donc, vous êtes là tout à l'heure pour le déjeuner si vous avez des questions à leur poser. On va continuer à vous accompagner l'une et l'autre dans vos magnifiques créations, peut-être dans d'autres formats, on verra. Et d'ici là, je passe la parole à Céline Vial qui va se parler des romans avec Marie Pavlenko. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je vais vous parler du programme de littérature de la fin d'année. Je vais commencer par vous présenter les Minalima et j'ai une petite surprise. Donc, les Minalima, les titres des classiques illustrés. Alors, c'est vrai que la nouveauté de la fin d'année, c'est La Belle et la Bête, qui est un des titres les plus attendus. C'est un titre en français. C'est la version intégrale et originale du texte de La Belle et la Bête. C'est vraiment la volonté du studio graphique Minalima qui a développé tout cet univers d'édition, d'abord autour de l'univers d'Harry Potter et des animaux fantastiques, et qui continue à explorer les classiques en classique illustré, avec des animations spectaculaires, des roues, des pop-up, des flaps. C'est vraiment magnifique. Et je vous montre en exclusivité l'édition, le seul exemplaire, puisqu'il est en train d'être imprimé, de La Belle et la Bête en français, avec notamment des animations magnifiques. Voilà. Tout le savoir-faire du studio graphique Minalima. Donc voilà, texte extrêmement attendu, titre extrêmement attendu. C'est le 6e titre et il sera accompagné d'une remise à disposition des 5 titres, des 5 classiques illustrés. Il paraîtra en octobre. Et en octobre, nous retrouverons le grand final de la série de Mal d'Aurore de Philippe Le Chermeyer. Philippe Le Chermeyer à l'écriture envoûtante et Charlotte Gasteau à la couverture envoûtante aussi. Une très belle saga, une magnifique trilogie qui se termine vraiment en force. Alors, ces 5 enfants qui suivent une légende oubliée, un royaume perdu, et qui vont, j'espère, le retrouver dans le 3e, mais je ne vous en dis pas plus. Donc ces 5 enfants qui ont traversé l'Europe, qui se sont retrouvés au tome 2 à Paris et qu'on quittait à la fin du tome 2 en bateau au bord de l'Atlantique et prêts à partir vers les États-Unis. Ils sont arrivés aux États-Unis, nous les retrouvons à New York, séparés, et ils vont devoir se retrouver et échapper aux méchants qui, eux aussi, ont réussi parfois à les rattraper. De nouveaux dangers arrivent. C'est vraiment un très beau tome, un peu à la Mark Twain. On est vraiment dans les grandes explorations, dans les grands espaces. Voilà, on retrouve avec vraiment grand plaisir l'écriture de Philippe. Et puis un de nos grands coups de cœur, fierté, amour de la fin d'année, c'est Rita de Marie Pavlenko qui nous rejoint. Ouais. Bonjour. Alors Marie, je te présente, tu es romancière depuis plus de 10 ans, tu as été journaliste, tu as travaillé pour le cinéma et pour la télévision, tu t'es tournée vers le roman graphique et l'album. Tu as publié une 20aine d'ouvrages, traduits en 12 langues. Et tu reviens aujourd'hui à la littérature pour adolescents, territoire que tu n'avais pas exploré depuis 2021 avec Un été avec Albert. Tu reviens avec Rita, dont on a vu la couverture, qui est une couverture magnifique, qui est un roman magnifique, qui est un roman puissant avec une détonation sourde à l'intérieur.
et qui raconte l'histoire d'une adolescente de 16 ans qui vit une année de terminale entre grand amour et dégringolade sociale. Est-ce que tu peux nous raconter le roman, l'histoire de ce roman et comment tu tisses le réel et la fiction, puisqu'il en est très empreint de réel aussi? Alors avant de commencer, je voudrais quand même vous dire que c'est très émouvant pour moi de vous parler de ce livre, parce que c'est la première fois que je le fais devant un public. Et vous dire aussi combien je trouve que c'est important que vous soyez là. Rita parle de la vie et parle aussi des difficultés de la vie et parle de pauvreté notamment. Je vais vous expliquer plus en détail, mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France, voilà, je suis très touchée de savoir que les libraires sont tellement actifs et je trouve que vous jouez un rôle hyper important et que le livre, pour moi, est peut-être un des derniers endroits de résistance. Donc ça me touche beaucoup. Alors, je vais essayer de ne pas faire de gaffe parce qu'en fait, j'ai fait une réunion représentants où j'ai commencé par dire raconter la fin et je me suis fait disputer en me disant on a lu 200 pages, on n'avait pas vu venir, au secours, mais pourquoi tu nous as dit ça? Donc il faut que je fasse attention. C'est l'histoire de Rita, elle a effectivement 16 ans, c'est son année de terminale et c'est les deux faces d'une pièce, c'est-à-dire une face assez solaire quand elle est avec ses amis et puis une lente dégringolade familiale et personnelle. C'est aussi une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre Vigo et Rita, qui sont deux élèves de terminale d'un lycée assez huppé et tous les deux sont boursiers. Donc ça parle vraiment des difficultés des jeunes et de toute une frange de la population aujourd'hui, et avec l'inflation d'ailleurs encore plus. C'est l'histoire d'une dégringolade. J'ai eu l'idée de ce livre il y a assez longtemps, en 2017 en fait. Et je ne l'ai pas écrit tout de suite parce que c'était compliqué pour moi d'écrire ce sujet. Je ne voulais pas tomber dans le pathos. C'est facile. Voilà. Rester sur la crête, parfois, c'est compliqué. Et donc, je cherchais la bonne façon de le raconter. Mais depuis 2017, il s'est passé beaucoup de choses. Et il y a eu des femmes de ménage qui se sont fait harcelés dans les trains et qui ont vécu un cauchemar. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Moi, je vis dans le 9-3 et pendant le confinement, j'ai reçu un mail du collège de mon fils qui nous expliquait qu'il y avait 60 bons alimentaires de 30 € chacun qui seraient distribués à 60 familles qui ne pouvaient plus manger. J'ai appris aussi pendant le premier confinement que des élèves qui étaient au collège avec mon fils avaient le scorbut parce qu'ils n'avaient plus les moyens de manger des fruits. Et vous savez que voilà, avec ce qui se passe en ce moment, il y a plein de gens qui ont du mal à se nourrir bien. Et en fait, plus le temps a passé et plus la situation autour de nous et de moi je les vois, ces gens, mes enfants vont à l'école avec, etc., m'ont bouleversée en fait. Et je me suis dit assez vite, ça y est, en fait c'est ça dont j'ai besoin de parler. J'y suis, j'ai trouvé. Alors ensuite il y a la façon de raconter. Oui, alors il y a la façon, mais tu as choisi de faire un roman jeunesse. Ouais. Donc ça c'est important. Ouais. Tu aurais pu faire un roman adulte, tu as choisi de l'écrire pas du point de vue, ça on va en parler, pour les adolescents et de choisir des personnages adolescents. Est-ce que ça, tu sais nous dire pourquoi, ou c'est venu comme ça, tu t'es dit c'est à des ados que j'ai envie de parler de ça? Oui, c'est totalement ça. Enfin, ça se passe pas dans cet ordre-là. Quand l'idée me vient, c'est plutôt j'ai une idée de personnage qui est Rita et cette fêlure en fait. Et je pense que on aime tous la beauté. Après, elle peut prendre plusieurs formes et on y est sensible. Et quelqu'un de fragile et de beau qui dégringole, c'est très très violent. Et je pense que j'avais envie de passer par là. Mais il était indispensable pour moi, comme je vous le disais tout à l'heure, de ne pas tomber dans un truc trop sombre et plein de pathos. J'aime dire j'ai l'habitude de dire
Je ne parle pas de la réalité, parce que j'écris de la fiction, mais je veux dire la vérité. Et cette vérité, pour moi, elle devait passer par, à mon avis, les deux antidotes de ce qui est grave ou violent. C'est la beauté, dire la beauté du monde, nous faire prendre conscience qu'on appartient à quelque chose de plus grand que nous, qui peut frôler au sublime, qui peut être fulgurant, et ça nous fait du bien, je crois. C'est même prouvé scientifiquement, d'ailleurs. Et le rire, bien sûr. Et donc, j'ai couvé comme une maman oiseau mon œuf pendant des années. Et un jour, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé. Et en fait, j'ai décidé d'écrire un roman choral. Parce que, pour plein de raisons. Et la première était qu'en explorant plusieurs voix qui vont donc tisser ensemble toute l'année, je peux incarner des personnages qui sont drôles, qui sont décalés, qui sont foufous, qui sont grossiers, et donc je peux incarner ce en quoi je crois dans la littérature en général et notamment dans la littérature jeunesse, cette fameuse sinusoïde qui nous emmène à la fois vers le rire et qui nous fait sombrer et puis qui nous reprend, hop, qui nous rattrape, qui est finalement un condensé de ce qu'est l'adolescence. Et puis il y avait autre chose qui était sympa, c'est que du coup les personnages, chacun, l'année avance à travers eux, et alors il y a cette espèce de jouissance de lecteur, enfin en tout cas je l'espère, de lectrice et de lecteur, avec la construction en toile d'araignée, c'est-à-dire Timur part de Vigo, et quand Vigo prend la parole, on le connaît déjà un peu, mais Vigo va nous parler de Romane, et quand Romane intervient, on connaît cette histoire, et donc c'est une construction qui n'est pas seulement linéaire. Et je crois que ça emporte. Et puis, j'ai aussi choisi de faire intervenir quelqu'un d'autre très mystérieux. C'est-à-dire, en fait, la personne, il parle à quelqu'un hors champ. Voilà. Il parle à quelqu'un hors champ. Et donc, ils disent « je ». Donc, c'était un peu un défi pour moi d'essayer de faire de la littérature orale, de passer par l'oralité, mais que ce soit bien écrit. Aélis, qui est quelque part, peut témoigner que j'en suis à la 357e réécriture et je n'ai toujours pas fini, c'est un cauchemar. Et donc il y a cette personne hors champ dont on ne sait pas tout de suite qui elle est et dont je voulais, parce qu'il y a énormément de livres qui sont écrits à la première personne, bien sûr, j'en ai écrit, mais je voulais que cette fois, cette personne, elle ne soit pas un prétexte et qu'en fait, elle ait un rôle à jouer dans ce roman. Je voudrais que tu nous parles de quelque chose. Quand on te connaît, on le sait, tu es une romancière engagée, tu abordes souvent des sujets très ancrés dans la société. Il y a la présence de la nature et du vivant dans ce roman. Alors, ça a une place centrale dans ton œuvre, hein, on connaît Le désert disparaîtra notamment et Ainsi petit oiseau. Peux-tu nous dire comment tu l'as abordé ici, dans Rita, qui n'était pas le thème central en fait, mais qu'est-ce que ça vient, quel rôle ça joue? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, enfin, je pense que vous l'avez compris, mais il est sûr que j'écris de plus en plus, et en vieillissant, j'écris de plus en plus sur ce qui me met en colère, en fait. La petite graine et comment je vais développer les romans et les récits sur lesquels je travaille. De plus en plus, c'est ce qui me met en colère. Et depuis des années, la chute de la biodiversité et le dérèglement climatique sont des thématiques qui devraient être à la une de tous les journaux et devraient mettre tout le monde très en colère parce que on va léguer à nos enfants quelque chose d'assez abominable. Et donc je voulais, maintenant dans tous mes romans en fait, et dans tout ce que je fais j'en parle, mais là je voulais que ce soit la face belle, la face sublime, et donc c'est le vivant qui est un refuge, c'est le vivant tanière, c'est le vivant contre lequel on vient se lever en fait pour s'aimer et pour être libre, c'est cette idée-là. Très bien, merci beaucoup. Notre temps est imparti. Je serais bien restée discuter avec toi. 38 secondes, pardon. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci. Trois choses très rapides à vous dire. Je vous souhaite un très bel été, une magnifique rentrée. Merci encore d'avoir été là. Je vais faire un big up à l'équipe Flammarion Jeunesse qui est ici présente. Merci pour votre talent, votre passion.